Bonsoir, vous êtes toujours sur Mediapart Live et pour le grand entretien de ce soir, nous recevons une députée insoumise de la 17e circonscription de Paris et qui va bientôt publier un livre d'entretien avec sa collègue Caroline Fiat sur les insoumises à l'Assemblée. Bonsoir, Daniel Obono. Merci d'être avec nous pour ce grand entretien. Alors autant le dire, quand on a lancé l'invitation et quand vous l'avez accepté, on était évidemment loin de se douter de ce qui allait se produire mardi, hier, c'est-à-dire une vague de perquisitions dans les locaux de la France Insoumise et au domicile de certains de ses dirigeants et dirigeantes. On va regarder tout de suite, avant d'en discuter ensemble, une petite vidéo filmée par Jean-Luc Mélenchon lui-même au siège de la France Insoumise qui restitue l'ambiance un peu folle de cette journée. On regarde. Vous empêchez de passer, il y a 50 témoins qui sont témoins du fait que le responsable de cette maison, qui normalement a le droit d'assister à une perquisition, parce qu'en principe c'est lui qu'on perquisitionne, ici c'est pas moi. Chez moi il y en a 8 armés qui sont en train de bien espionner tout pour si jamais ils subissaient une attaque d'un tableau ou Dieu sait quoi. Non mais ici il y en a d'autres. Il y en a combien déjà ici les camarades? Alors on est plein, vous voyez. Tous les députés du groupe. Il y en a combien ici? Il y en a 20, d'accord? Parce que la police nationale, d'accord, elle n'a rien d'autre à faire que ça, envahir un local. Et ces gens-là pensent qu'ils appliquent des ordres. Ils ont oublié que la règle de base de la police républicaine, c'est qu'elle est républicaine, d'accord? Et elle n'est donc pas une milice au service d'un pouvoir politique. Voilà. Et là, ils se comportent d'une manière qui est tout à fait inacceptable. D'abord, ils sont grossiers, ils sont violents, d'accord? Et ils nous maltraitent. Et les responsables ne peuvent pas accéder aux locaux. C'est chez nous, ici, vous comprenez? Voilà, on va en parler avec vous, Daniel Obono, et avec Pauline Graul, que j'ai oublié de présenter à l'instant, je m'en excuse, qui couvre les gauches et la France Insoumise pour Mediapart. Alors, on est au lendemain de cet événement, à tête reposée. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que bien, vous avez été victime d'une justice aux ordres, d'une justice politisée? Est-ce que c'est encore votre grille de lecture aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça l'a été et ça l'est de plus en plus, y compris quand on met à plat les éléments. Vous l'avez dit, plusieurs dirigeants militants de la France Insoumise ont été perquisitionnés. C'est plus d'une quinzaine de sites dans toute la France, dont 10 domiciles. Et voilà, pour nous, alors on a cherché, on a regardé une opération de cette ampleur-là qui mobilise, on a compté au bas mot une centaine d'officiers de police judiciaire, etc. C'est-à-dire des gens qui ont travaillé pendant des semaines à préparer ça. À notre connaissance, ça ne s'est jamais vu à cette hauteur-là pour ce type en plus de procédure, quels que soient les deux dossiers sur lesquels travaillent les enquêteurs d'enquête préliminaire, ça ne s'est jamais vu. Et donc pour nous, il n'y a qu'une explication à cet investissement policier. C'est un message politique, c'est une opération politique, et y compris, je pense que c'est aujourd'hui une dépêche de l'AFP indiqua que le procureur de Paris, Molins, a demandé à être dessaisi du dossier pour que l'impartialité de la procédure soit assurée. Donc ça montre bien que ce que nous avions pointé, c'est notamment le lien direct du pouvoir politique et le choix du procureur de Paris de mener ces opérations, pose des questions d'impartialité. C'est précisément ce que nous pointions dès que nous avons pris connaissance, enfin moi indirectement, mais dès que ça s'est produit, pour nous, c'était tout de suite une attaque politique, quoi, une opération politique. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais alors, si on met de côté justement ces modalités-là, la perquisition simultanée, le nombre de policiers, on voit qu'il y a quand même eu des précédents de perquisition dans des domiciles de politiques. Par exemple, quelqu'un comme Jean-François Copé a subi des perquisitions. D'ailleurs, il a été blanchi. C'est l'enquête Big Malion qui frappait la droite à ce moment-là. Le cas d'Alexis Kohler à l'Élysée, il a été perquisitionné à l'Élysée même. Donc, est-ce que c'est... Si on met de côté ces modalités particulières des perquisitions simultanées, est-ce que ce n'est pas illégitime que la justice aille faire des vérifications sur de l'emploi de l'argent public? Oui, bien sûr. Mais encore une fois, mettre de côté les modalités, c'est passer à côté d'une partie du problème. Encore une fois, là, de quoi on parle? Dans les deux dossiers, il s'agit d'enquêtes préliminaires. Alors, donc, je rappelle juste, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle juste qu'il y a un dossier, une enquête préliminaire, effectivement, sur les
les assistants parlementaires européens, à savoir est-ce que l'argent était bien utilisé pour des tâches européennes. Et puis l'autre dossier, c'est sur les comptes de campagne et des soupçons de surfacturation de la part de certaines sociétés. Et dans ces deux dossiers-là, d'autres responsables politiques sont concernés. Puisque pour, par exemple, la question des assistants et assistantes parlementaires au niveau européen, il y a plus d'une dizaine d'eurodéputés, parmi lesquels, je crois, Yannick Jadot, Pascal Le Yarrick, une membre du MoDem, Marielle de Sarnez. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait démissionné du gouvernement. Donc tous ces autres, il y a une vingtaine de députés qui sont concernés. À ma connaissance encore, peut-être vous allez me contredire, mais aucun n'a fait l'objet de perquisitions à leur domicile dans ces conditions-là, d'une part. Et sur la question des comptes de campagne, encore une fois, le compte de campagne de M. Macron a été signalé également. Le procureur avait choisi de ne pas poursuivre quand la plainte a été faite par Anticor. Mais encore une fois, il y a eu un signalement de la même nature. La plainte d'Anticor touchait plusieurs candidats, oui, voilà, dont Emmanuel Macron. Voilà. Mais comme par hasard, quand la plainte a été faite, elle a été classée sans suite. Mais encore une fois, un autre compte a été signalé et vous n'avez pas entendu dire que le domicile de M. Macron a été perquisitionné, ni le siège de campagne de La République En Marche. Donc, je pense que on ne peut pas mettre de côté les modalités si on prend les choses. Les affaires dont vous parlez ne sont pas de la même nature, y compris parce que dans plusieurs affaires, il y a une instruction qui est menée et pas simplement une enquête. Et ce que nous pointions justement sur le problème des perquisitions et sur les manières dont ça a été fait, sans qu'il y ait par exemple de PV, c'est que à un moment donné, quand il y a des perquisitions qui peuvent être menées et demandées, il faut au moins la présence de la personne qui est présente, etc. Donc nous, ce que nous pointons, c'est pas simplement les modalités, c'est la disproportion. Et ça, en matière de droit, justement, la disproportion témoigne d'un choix politique, le fait d'utiliser des procédures dérogatoires. Alors on peut dire, et ça a certainement été dit, que c'est parce que c'est nous qui sommes visés que tout d'un coup on s'en rend compte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi j'ai commencé à l'Assemblée nationale sur un texte, pas des moindres, qui a été le texte sur la lutte contre les actes de terrorisme et de sécurité intérieure. Où tout cela, nous l'avons dit et défendu, pas pour nous à l'époque, on n'y était pas encore, mais pour tous les citoyens et citoyennes, en disant que plus la justice utilise des procédures d'exception, des procédures dérogatoires, tout le monde va devenir perquisitionnable comme ça par le fait du prince. Donc, je pense que c'est important de reposer ça dans ce contexte. Donc, non seulement c'est pas simplement par rapport à nous, mais c'est dire, là, il y a un fait du prince, un pouvoir politique qui, quelques semaines avant, assumait le fait que, par le parquet, c'était un choix politique de désigner telle ou telle personne. Un membre du parquet, le procureur lui-même, qui reconnaît en fait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'impartialité, ou en tout cas sa présence et le fait que ce soit lui qui suive le dossier pose des questions d'impartialité, donc qui confirme notre diagnostic politique. Alors, on va vous poser une question sur cette question partialité-impartialité. Une dernière question peut-être sur le fond de l'affaire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un enjeu de transparence auquel on n'a pas encore de vraies réponses. Je m'explique, c'est-à-dire que la question, ce n'est pas les factures. Là, je crois que Jean-Luc Mélenchon a dit les factures, nous, on les rend publiques, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce qui est reproché, c'est des soupçons de surfacturation et donc clairement des questions qui se posent sur le chiffre d'affaires et les marges d'une société en particulier, qui est la société de Sophia Chikirou, qui, jusqu'à présent, a totalement refusé de répondre aux questions sur ce sujet, notamment à Antoine Rouget, qui est le journaliste à Mediapart qui traite de ces questions-là. Est-ce qu'il n'y a pas un effort de transparence à faire de sa part et de la part de la France Insoumise ? D'abord, il ne s'agit pas, encore une fois, de la société de Mme Chikirou. Ce sont les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon qui sont visés. Après, l'intérêt journalistique qui est le vôtre se focalise sur tel ou tel point, mais il me semble qu'on parle quand même de comptes de campagne qui ont été validés. Donc la transparence... La question, c'est ça, c'est l'éventuelle surfacturation. D'accord, mais rappelons-le quand même, ça a été validé. C'est-à-dire que pendant des mois, alors moi je n'ai pas été candidate à la présidentielle, mais je l'étais à la législative. Et donc je vous ai assuré que pendant des mois, on a écrit, réécrit, envoyé, on nous a demandé toutes les pièces possibles pour pouvoir justifier de ces dépenses. Donc c'est quand même important de dire qu'il n'y a pas d'opacité dans tous ces processus. Au contraire, ils sont très transparents, on le demande et c'est normal. Ça a été fait et refait pendant des mois. Les comptes sont validés. Voilà. Prenez donc cet exemple de surfacturation parce que la Commission ne peut pas enquêter sur cette affaire-là. Soit, mais il y a des procédures qui existent. Donc il y a un signalement qui a été fait, soit. Donc faisons la procédure. Nous, ce qu'on
ce qu'on pose, c'est, encore une fois, l'exceptionnalité. Pourquoi est-ce que ne serait-ce que la Commission avait choisi d'ouvrir à la presse les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y avait des demandes là-dessus. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon seul, alors qu'il y a eu 5-6 candidats qui, y compris en termes de comptes de campagne, ont dépassé bien plus. Je veux dire, c'est quand même un comble où la campagne qui a coûté le moins aux contribuables, alors voilà, on peut dire que ce n'est pas une raison, mais quand même, ce qui devrait quand même susciter un peu de soupçon, c'est les campagnes qui coûtent des millions, que doivent rembourser les contribuables, que eux, ils payent. Mais ça, pas de signalement, pas de focalisation. Et c'est seulement parce qu'à un moment donné, on a ouvert ceux de Jean-Luc Mélenchon que, quand on a commencé à dire, il y en a quand même eu d'autres qui ont... et ça a été prouvé d'ailleurs avec, par exemple, les sous-facturations et les ristournes accordées à M. Macron. Mais ça, jusqu'à présent, ça n'intéresse personne. Donc, nous, ce qu'on met en avant, ce n'est pas de dire qu'on ne va pas... on l'a dit, d'ailleurs, on va publier tout ce que vous voulez. Jean-Luc Mélenchon, à longueur de blog, l'a expliqué. Voilà toutes mes factures, etc. Je rappelle quand même que c'est un travail. Je veux dire, on a eu tous et toutes des mandataires financiers qui ont fait un travail titanesque pendant des mois. Et donc, c'est ça que ça signifie aussi. C'est mettre au travail des gens qui vont devoir fournir ça. Donc, c'est pas rien. C'est un investissement. Et donc, ce que nous, on pointe, encore une fois, c'est la disproportion et l'exceptionnalité qui est faite sur les comptes de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, on ne parle ni ceux de M. Macron, qui pourtant, il y a une enquête d'ailleurs liée à cela avec, autour des prestataires de frais à Lyon, etc. Mais ça, ça ne mérite pas une perquisition dans plusieurs sites. Il y a M. Fillon, il y a M. Hamon. Et bon, ça, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à expliquer, il n'y a pas de transparence qu'on leur demande, uniquement à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça que l'on pointe le problème de la justice, si on veut y croire, si on veut si on veut la respecter, il faut qu'elle soit impartiale et qu'il n'y ait pas une justice pour les uns, où on est très scrupuleux, et il faut l'être, et puis pour les autres, on ferme les yeux. Alors, voilà tout ce qu'on dit. Une dernière question avant de passer la parole à Pauline Grohl sur les conséquences politiques de l'affaire. Vous avez parlé de l'impartialité, donc en prenant l'exemple du procureur Molins. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous réclamez comme réforme l'indépendance du parquet ? Mais ça, c'est une discussion qu'on a eue notamment avec les camarades qui travaillent sur le livret justice, parce qu'on a réfléchi à des nouvelles modalités. Et c'est vrai que ça questionne, notamment lorsque on a appris par la presse la manière dont se déroulait la nomination pour le procureur de Paris. Et oui, donc, en fait, on a, nous, les magistrats... a mis un veto sur certaines propositions. Nous, on a d'un côté des camarades qui nous expliquent, notamment des magistrats, les arguments pour... On l'avait pas tranché... Il me semble, alors j'essaie de me rappeler dans les livrets. Parce qu'il me semble que dans les livrets, il y avait plutôt une façon de faire rentrer des députés dans le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, voilà, on a essayé de réfléchir à une modalité justement pour répondre à tout le constat que tout le monde fait. Tout en ayant en tête le fait qu'on puisse assumer de dire quand il y a une orientation politique, les procureurs qui représentent l'État, etc., doivent pouvoir traduire cette orientation politique. Donc c'est pas une indépendance totale que vous recherchez. Mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat et qu'on considère tout à fait légitime et dans lesquels on a des arguments, on a des camarades qui sont très pour. Et là, justement, on a fait ce travail depuis un an avec Hugo Bernalicis, avec les amis et camarades qui travaillent dans l'équipe thématique justice. Au fur et à mesure aussi des dossiers qu'on a eu à traiter, des questions auxquelles on était confrontés, parce que justement, le programme de la France Insoumise, c'est un programme pratique, concret. Et donc, je pense que là, on essaie d'arriver en tout cas à une évolution, parce qu'effectivement, le statu quo, il est insatisfaisant à ce niveau-là. Et donc voilà, on écoute, on lit ce que disent les uns et les autres, et on formulera les propositions. Là, je ne peux pas vous dire quelle est la proposition, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été encore décidé, mais ce qui est sûr, c'est que bien sûr qu'on est interpellé là-dessus, et on pense que dans tous les cas, la manière dont ça se passe et dont ça s'est passé est problématique. Alors on va écouter Pauline Grohl, et je crois qu'il va y avoir une petite intervention sur vos boucles d'oreilles pour le son, voilà, on peut le dire. voilà, on vous suggère de les enlever même, voilà, on peut le dire. C'est la magie du direct, voilà. Pauline, tu peux enchaîner sur donc c'est une question plus politique, hein, donc on a vu le volet de l'enquête. Politiquement, est-ce que c'est une séquence que vous trouvez positive ?
De se faire perquisitionner Non, toute la mise en scène. On a vu hier énormément de vidéos en tournée. Jean-Luc Mélenchon s'est filmé en mode selfie chez lui pendant la perquisition. Comment Non, c'est positif pour personne. Bien sûr, il faut s'imaginer la violence que c'est, l'intrusion que c'est dans l'intimité des gens. Des camarades, y compris des camarades qui militent depuis suffisamment d'années pour être cadres et dirigeants, mais qui n'ont pas cette expérience-là d'intrusion à 7 h du matin. Il y a les enfants qui dorment. Et puis, justement, la disproportion des moyens, c'est des hommes en armes avec des gilets. Enfin, c'est une violence bien sûr, énorme. Mais après, il y a eu donc non, personne ne peut trouver ça positif. De manière générale, de se faire perquisitionner. Mais encore une fois, bon, il y a des procédures, on peut comprendre. Mais non, voilà, cette violence-là et la réaction. Et c'est pas une mise en scène. La réaction qui s'est construite. Voilà, au fur et à mesure, parce que c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas prémédité, que ça allait se passer, donc qu'on allait faire ça, etc. La réaction qui s'est construite, ça a été une réaction qui a voulu justement ne pas rester dans quelque chose ni d'individuel, ni d'éclaté, où les gens, du coup, ils sont impuissants, mais essayer de reprendre un peu de maîtrise et de contrôle. Alors, on y est plus ou moins bien arrivé, justement parce que c'était pas une mise en scène préparée à l'avance. Jean-Luc Mélenchon a quand même appelé les Insoumis. Oui, et donc ça, c'est les réflexes. Après, ça, c'est les réflexes militants, où quand il se passe quelque chose et on appelle à une mobilisation des gens. Donc ça, voilà, ça fait partie un peu de essayer que les gens viennent pour soutenir, pour se dire bon, ça va. Donc oui, c'est une réaction politique qui se veut politique justement pour ne pas rester dans ce moment extrêmement déstabilisant, extrêmement violent pour les personnes qui l'ont subi. Voilà, des gens les personnes qui travaillent et qui donnent de leur temps militant, parce qu'on a, pour les 3/4 des personnes qui étaient présentes dans ce local, ce sont des militants et des militantes. Et qui n'ont jamais vécu ce genre de choses, qui n'ont pas, y compris les réflexes ou les références juridiques pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit ou pas. Enfin voilà, donc c'est pas du tout quelque chose ni qu'on a souhaité ni qu'on a voulu et qui a été souhaité quand même. Jean-Luc Mélenchon a filmé de lui-même. Non, mais qu'est-ce qui a été... on n'a pas souhaité être victime de ce que nous on appelle et qu'on considère être comme une attaque politique derrière une procédure judiciaire, et on n'a pas souhaité l'être. On a réagi de la manière la plus politique possible. C'était la première fois qu'on voyait ça quand même. Hein. Oui, mais justement, voilà, parce qu'à un moment donné, je pense que peut-être que nous, on a toujours eu, et pour le coup, c'est pour ça que la question de la transparence, je pense que s'il y en a bien qui, même pas que sur ce sujet, mais sur tout un ensemble de sujets, essayons d'en faire un outil politique, parce que pour nous, c'est pas de la communication, dire on est transparent pour transparent, c'est un outil politique, parce que c'est une manière qui peut aider les gens à s'approprier la politique, à comprendre ce que c'est. Voilà, donc c'est encore une fois une manière, là on l'a fait, voilà, sous le coup de l'attaque, de manière plus ou moins désordonnée. Moi j'étais à l'Assemblée nationale, je suis revenue, les uns et les autres on est revenus, voilà. Et puis avec des réflexes de militants, quand on est attaqué de cette sorte, on essaie de se retrouver pour aider à ce que ça redescende un peu, etc. Donc c'est ça qui s'est déroulé au cours de cette semaine. Vous ne regrettez pas les images qui ont circulé, enfin vous ne dites pas on aurait dû faire autrement. Mais on se dit tous qu'on aurait bien sûr, mais franchement c'est comme... Enfin voilà, oui, on aurait préféré ne pas se retrouver devant la porte close. Enfin je dis nous, enfin moi j'y étais pas devant cette porte. Je suis arrivée, du coup je débarquais. On avait une réunion justement pour préparer le projet de loi justice avec Hubert Malicis à l'Assemblée nationale. Donc on débarque un peu, mais les camarades ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais voilà, comprenez aussi, et nous on assume ça, de dire que on n'est pas des automates, on n'est pas des... Et c'est extrêmement violent de se retrouver face à une porte fermée, face à quelque chose où on est... on se sent, voilà, on est violenté, et donc la réaction qu'on essaie d'avoir, c'est une réaction collective, c'est une réaction de militants avec ces réflexes-là, d'essayer de faire corps, de redonner un peu où tout le monde est désemparé. Donc, enfin, oui, on regrette d'avoir été victime de ça, parce que nous, notre propos, c'est pas ça, c'est pas de se retrouver à devoir forcer les portes pour rentrer dans notre local. J'imagine que si ici Mediapart était sous le coup d'une procédure judiciaire et que tout d'un coup vous voyez débarquer des gens, c'est votre lieu de travail, vous produisez, c'est les articles, les livres qui sont ici, c'est pas juste du papier, c'est aussi des armes politiques dehors.
voilà, voir des gens fouiller dans ses affaires, voilà. Donc il y a on n'aura peut-être pas le réflexe de filmer en même temps. Non, mais à un moment donné, ça peut être aussi effectivement un outil politique. Donc nous, on essaie de repolitiser la chose et de faire en sorte que que ce moment, il serve, il va nous servir aussi à nous de comprendre là où on aurait pu ou dû ou faire des trucs. Donc oui, on se dit ça tout le temps, mais moi, enfin... Donc voilà, je pense que je crois qu'on a fait du mieux qu'on a pu en essayant toujours de le penser justement comme un moment politique et d'essayer de maîtriser les choses. Après, les choses nous échappent ou pas, mais vraiment penser à ça, quoi. C'est des gens qui, voilà... En 5 minutes, voient débarquer des flics de tous les côtés. Et c'est pas... En plus... pour beaucoup, on a un rapport avec les institutions, la police, etc. Bon, plutôt, très républicain. Je vais pas dire plutôt républicain, mais c'est pas la tradition la plus libertaire, on va dire, du mouvement ouvrier. Donc il y a quand même, par rapport aux institutions. C'est d'autant plus étonnant de. Voilà, donc c'est pour ça que la violence est d'autant plus forte. On peut considérer, voilà, certains diront que les camarades sont naïfs, etc. Même quand on a soi-même été victime dans les manifs, etc. Voilà, c'est autre chose quand ça vous arrive à 7h du mat et que voilà, tout d'un coup... donc voilà, on l'a fait comme on a pu. Et encore une fois, c'était important aussi d'appeler un rassemblement parce qu'il y a eu des gens qui sont venus devant le siège. Et ça aussi, ça permettait de repolitiser la chose. On a eu tout de suite du soutien. Et donc voilà, c'était important pour ça, de rendre visible sur les réseaux pour que ça sorte et que ça ne devienne pas juste une opération judiciaire, parce qu'en vérité, ça ne l'était pas. Bon, en tout cas, que ce soit devenu public, ça, c'est une réussite. Je vous propose qu'on achève sur cette question des perquisitions dont on a abordé bien des aspects et qu'on arrive sur l'actualité, l'autre actualité politique. On a beaucoup parlé de la gauche, mais un petit mot quand même sur le remaniement qui a eu lieu et l'allocution du président de la République qui a suivi. Voilà, un petit mot de réaction sur cette allocution dont on a parlé au plateau précédent avec nos invités. Disons que... En fait, avec Macron, ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'attend jamais à grand-chose. Parce que, bon, on imagine bien, et puis il avait dit, redit, Philippe a fait son numéro à l'Assemblée, on garde le cap, blablabla. Mais moi, pour le coup, j'étais vraiment surprise par le choix de la communication politique autour de ça. Parce que un cadrage un peu bizarre comme ça, un truc lugubre, des lumières beaucoup plus sombres que l'appartement de Jean-Luc Mélenchon, ça on a bien vu. Oui, et puis un discours apocalyptique où... donc voilà, ça a été plus ça en fait. Je me suis vraiment demandé c'est quoi le message en termes de communication politique qu'il a voulu envoyer. Ça vous a plus surpris que le fond politique. Oui, mais en même temps, il y avait quel était le fond politique véritablement, à part dire... moi, ce que je trouve toujours avec Macron, c'est qu'il arrive à soi-disant, alors dans les commentateurs et les commentaires journalistiques, il y a une forme d'autocritique, mais en même temps, le mec, il commence par dire oui, je comprends que les gens n'aient pas compris à quel point j'étais déterminée. Et tu vois, c'est un compliment, il se fait un compliment et en fait, explique que en fait, les gens, ils n'ont pas compris, mais voilà, en fait, je m'excuse que vous n'ayez pas compris à quel point ce que je faisais, c'était être un dirigeant déterminé. Donc, il y a toujours un peu cette fausse modestie qui est en fait juste... pour flatter ses soi-disant qualités. Et puis voilà, et puis le propos politique qui est voilà. Statu quo. On va parler des gauches. Alors il y a eu deux événements, petits événements qui ont eu lieu les semaines précédentes, la semaine dernière. Donc déjà il y a eu le congrès, le premier vote du congrès du PC qui a mis en minorité la direction sortante. Avec peut-être l'hypothèse qu'une ligne identitaire, qu'une plus identitaire gagne au sein du PC. Et l'autre événement qu'il y a eu qui vous touche de plus près, c'est le départ d'Emmanuel Morel, de Marie-Noëlle Lienemann, et avec une partie des chevènementistes du MRC qui crée un parti dans le but de s'allier avec la France insoumise. Donc ce sont deux événements à gauche qui vous touchent de plus ou moins loin. Sur le PC, est-ce que vous avez une réaction? Est-ce que finalement ça pourrait pousser, s'il y a une ligne identitaire qui émerge au Congrès, est-ce que ça pourrait pousser certains communistes à éventuellement rejoindre la France insoumise? Ou en tout cas, vous êtes
proche du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Vous avez des bonnes relations avec Elsa Faucillon, Stéphane Peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, personnellement, c'est pas personnellement, mais l'idée, c'est pas de penser le calcul sur s'il se passe ça dans la direction du Parti communiste. D'abord, c'est respecter les débats internes des communistes et dire, voilà, j'ai été dans des organisations politiques de partidaires avec des congrès, et donc j'imagine à la fois le caractère important, constructif d'avoir ces échanges-là. Et puis des fois, ça peut être un peu tendu. Donc voilà, respecter ça. Et en même temps, paradoxalement, on va dire que moi, les camarades du 18e et du 19e que je côtoie et qui sont sur le terrain sont en partie le lien, on va dire, que j'ai avec le Parti communiste. Mais c'est surtout via le groupe parlementaire GDR. Et c'est vrai que paradoxalement, on va dire, au cours de la dernière année, on a eu d'excellentes relations avec le groupe parlementaire et bien moins excellentes avec la direction. Et donc, pour moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'on puisse continuer à l'Assemblée nationale à faire un vrai travail. Et je pense que voilà, c'était vraiment bien, en fait. On a que ce soit à la commission des lois avec Stéphane Peu et puis Elsa Faucillon quand elle est venue à plusieurs reprises, ou même en séance avec les camarades communistes, on a vraiment toujours fait, mais assez instinctivement, en fait, un travail ensemble et poussé dans le même sens. Et donc voilà, moi, tout ce que je souhaite véritablement, c'est qu'on puisse continuer à le faire. Et parce que je trouve que c'est positif pour tout le monde. Après, pour ce qui est de leur débat interne, encore une fois, ce sont leurs débats et on discutera toujours avec tous les communistes qui le souhaitent et ceux et celles qui veulent à un moment donné rejoindre le label commun qui est la France Insoumise seront toujours les bienvenus. Il y en a déjà, il y a des communistes insoumis et insoumises qui sont organisés en association, qui font partie de la France Insoumise, qui je crois s'y sentent bien et sont des militants insoumis et insoumises très actifs dans le mouvement, donc tant mieux. Enfin, on ne va pas dire, on ne ferme pas la porte, bien sûr, elle est ouverte à tous et à toutes, dont des communistes qui pourraient se retrouver sur le programme et sur la stratégie qu'on propose. Donc voilà, moi, les débats de direction, ce sont, voilà, on n'a pas vraiment notre mot à dire, si ce n'est... Jean-Luc Mélenchon a quand même fait un post de blog assez long pour dire à bientôt camarades. Ah oui, bien sûr, mais ça, voilà, bien sûr, qu'on apprécierait beaucoup mieux, enfin, on aurait apprécié beaucoup mieux et avoir de très bons... Enfin, moi j'étais au front de gauche, donc on a aussi construit ensemble avec la direction du Parti communiste à un moment donné avec Pierre Laurent, je pense le front de gauche qui a été utile, qui a joué un rôle y compris dans ce qu'est aujourd'hui la France Insoumise. Donc je mets pas du tout ça sous le tapis et je fais pas comme si ça n'avait pas existé, parce que je pense que la France Insoumise peut-être n'existera pas sur cette forme s'il n'y avait pas eu le front de gauche. Le front de gauche et donc tant mieux. L'alliance entre 2009 et 2014. Et donc ça, je pense que c'est un acquis, enfin l'acquis du front de gauche. Je suis pas du tout, je le passe pas à l'as en me disant de toute façon on s'en fout. Donc je respecte ça et j'aurais moi apprécié et j'apprécierais encore aujourd'hui si on pouvait avoir des relations respectueuses et constructives avec la direction du Parti communiste. Mais c'est vrai que, par exemple, la sortie de leur tête de liste aux européennes sur un certain nombre de débats n'aide pas à faire ça. Et ce serait... Voilà, je ne sais pas si c'est du fait de leur débat interne, de positionnement, de se donner une visibilité. Et je trouve ça dommage que ce soit pour ces raisons. Une fois qu'on a dit qu'on n'était plus sur la même stratégie, on va dire, de rassemblement, convergence, on a fait le bilan, ok, mais on devrait pouvoir encore, pas juste à l'Assemblée. Alors, on le fait aussi, parce qu'on est dans les luttes ensemble. Voilà, c'est pas non plus... c'est pas la guerre, en vérité, quand même. Je pense que tout le monde est suffisamment responsable pour ça. Mais c'est vrai que, moi, ces derniers mois, et on en parlera certainement, je trouve qu'il y a une attitude pas toujours respectueuse de certains membres de la direction. Donc, voilà, je leur souhaite de bons débats, comme on peut le souhaiter entre camarades. Et puis on se retrouve de toute façon dans les manifs, dans la rue, on se met ensemble à l'Assemblée. Et puis si on peut par ailleurs faire d'autres choses ensemble, tant mieux, quoi. Pauline évoquait aussi le départ du Parti socialiste d'Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. Bon, j'imagine pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'ils veulent venir vers vous.
Et des chevènementistes. Il y a aussi des chevènementistes, voilà. Alors peut-être on va aller directement à la question qui fâche entre guillemets, c'est-à-dire évidemment ça, je disais que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une porte ouverte à un rassemblement plus large, ce que vous nous indiquiez, mais est-ce que vous craignez pas que ce rapprochement-là vienne perturber un peu des équilibres que vous aviez trouvés sur certaines questions qui ont beaucoup fait débat, notamment autour de la laïcité? On sait que Emmanuel Morel incarne une ligne, on va dire, plutôt stricte, très traditionnelle sur ces sujets-là, alors que vous, et vous en avez subi beaucoup de polémiques, vous étiez arrivé à trouver, notamment autour des livrets de discrimination dans le programme de la France Insoumise, un équilibre sur ces questions-là en incarnant une ligne beaucoup plus attentive aux discriminations, aux rejets que subissent spécifiquement nos compatriotes musulmans ou de couleur. Et d'ailleurs, je signale aussi que, parce qu'au moment de cette polémique-là, vous avez été beaucoup attaqué sur votre rapport avec les indigènes de la République, voilà, qui sont une composante très contestée du mouvement antiraciste. Et vous aviez publié un post de blog sur Mediapart, qu'on verra peut-être s'afficher, qui s'appelait « Ma France Insoumise ». C'était une sorte de revendication de fierté. Vous dites, moi je prends tous les combats antiracistes, les combats sociaux, et je prends tout ça et j'en suis fier. Et habituez-vous à moi. C'est ce que vous revendiquiez à ce moment-là. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un choc des cultures, pour dire les choses plus synthétiquement? Non, pour le vrai, parce que je pense que c'est très bienvenu que de nouvelles forces et sensibilités rejoignent le mouvement, mais ils rejoignent le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement qui s'appuie, se construit sur un programme. Et voilà, et ce programme-là, c'est pas un équilibre de fractions. Enfin, moi, voilà, ça, j'étais à la LCR-NPR, on sait faire. Voilà, on fait une direction sur. C'est pas ça. La dynamique du programme, de sa construction, on a trouvé sur tout un ensemble de questions, avec bien sûr une boussole, c'est pas une addition de questions, mais on a trouvé le point le plus avancé de la lutte commune, et c'est ça qu'on fait. Et donc, parce que ce programme-là, il a été mis à l'épreuve d'une certaine manière pendant la présidentielle, pendant les législatives, pendant cette année parlementaire. Et voilà, moi je trouve que c'est ça qui a fait qu'on est là, quoi. Que je suis là en tant que députée, qu'on a construit un groupe de 17 députés qui venaient aussi avec des sensibilités différentes. Je vous assure, Sabine Rubin, dont on parle peu, que les médias connaissent peu, c'est quelqu'un avec une sensibilité, un parcours qui est, j'allais dire complètement, mais qui est vraiment différent du mien ou de celui d'Éric Coquerel. Et pourtant, Sabine Rubin, c'est une personnalité du groupe qui fait ce groupe-là. C'est vrai pour Caroline Fiat, vous en parliez. C'est vrai pour Hugo Bernalicis ou pour Loïc Prudhomme, que les gens commencent à découvrir. Et donc, on a fait ça parce qu'on avait ce programme-là, c'est le socle. Et c'est là-dessus où on dit, voilà ceux sur lesquels on est d'accord pour faire ça, tourner vers l'action. Et pour moi, l'arrivée des membres du Parti socialiste comme Emmanuel Morel et d'autres, elle est bienvenue parce qu'ils le rejoignent, et je pense qu'au bout d'un an et de la construction et du développement de la France insoumise, voilà, ils le rejoignent sur la base d'un accord là-dessus. Après, ils existent comme sensibilité avec leur spécificité, mais l'accord de la France insoumise, c'est le programme tourné vers l'action et l'objectif. Justement, le programme. Donc moi, il ne s'agit pas de retrouver, genre, en gros, ça bascule plus vers la droite, ou ce qu'on considère être un peu la droite sur certaines questions, et donc il faudrait retrouver un équilibre. Non, je le vois pas comme ça, parce que sinon on n'aurait pas réussi à exister et à se développer depuis un an. Si c'était juste un jeu d'équilibre entre... Ma question tout de même, puisque Marie-Noëlle Lienemann, dans une interview à Mediapart, d'ailleurs conduite par Pauline, lui disait, moi en tout cas, j'ai la conviction, ou même je sais, que la question programmatique va être en partie rouverte avant... Largement, elle a même dit. Largement ouverte avant 2022. Alors, si ce n'est pas sur ces sujets-là, sur quel sujet, à votre avis, le programme va pouvoir être ouvert en discussion avec je sais pas, du coup, je n'ai pas lu l'interview qu'elle a donnée, donc je ne pourrais pas réagir sur le détail. Mais ce que moi, je vous dis, dans ce qu'on construit avec la France insoumise, au sein de l'équipe programmatique, parce que quand je dis le programme, c'est le socle, ça ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam, y compris le programme, c'était un programme pour l'élection présidentielle et législative, les deux élections
pour 2017. En 2022, puisqu'on a l'objectif de convaincre une majorité et d'être au pouvoir en 2022, ce ne sera pas exactement le même, bien sûr, qui va être, on va dire, mis à jour. Et en plus, ce qu'on fait en tant que député aujourd'hui, les 2 contre-budgets maintenant qu'on a produits, la brochure sur la question de la politique migratoire, tout ça, bien sûr, ça se fait à partir du programme et alimente et élargit. Et donc, le travail des équipes thématiques sous d'autres formes, ce n'est pas des nouveaux livrets, justement parce qu'on ne voulait pas rouvrir, on pourrait en refaire des tonnes, etc. Mais à chaque fois, c'est lié à un objectif précis, à une intervention, une action. Et donc, sous ces formes-là, bien sûr, et c'est à ça qu'on appelle en disant, par exemple, on est à la France Insoumise dans des groupes d'action, ou tout seul, ou dans des équipes thématiques qui produisent énormément de choses. Et donc, dans ce sens-là, cette production et que les camarades du Parti socialiste y participent, oui, tant mieux. Mais la réouverture, peut-être que vous m'apprenez quelque chose où j'ai pas lu, j'ai pas lu l'interview, c'est ce qu'elle dit, hein. Mais c'est peut-être ce qu'elle souhaite et on en discutera et on leur expliquera que. Elle avait annoncé à Marseille, à l'université d'Emmanuel Morel, qu'il réouvrirait le programme en 2021. Bah oui, mais 2022, voilà, dans la perspective de l'élection, voilà. à un moment donné, oui, on va mettre à jour un peu les éléments du programme. C'était la première fois qu'il disait ça. Et vous vous doutiez bien quand même que pour 2022, on n'aurait pas le copier-coller de 2017 quand même. Il l'a dit devant des socialistes quand même. Il y a un autre sujet de débat en interne à la France Insoumise, c'est la question migratoire. On a vu il y a quelques semaines Clémentine Autain, qui est députée, qui a sorti un texte, qui a été interviewé par l'Obs, en même temps que Georgi Kuzmanovic, qui était l'ancien conseiller aux relations internationales de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, et qui disait, j'ai bien dit, et chacun disait des choses contradictoires, en tout cas différentes. Peu après ça, un appel a été lancé par 3 journaux, Mediapart, Politis et Regard, qui a été signé largement d'abord par des intellectuels, des gens de la société civile, et puis après des politiques. Je crois que Clémentine Autain était la seule de la France Insoumise à signer cet appel. Non, pas la seule de la France Insoumise. À ma connaissance, la seule députée, oui. Seule députée, voilà. Mais pas, il y a d'autres camarades qui ont signé, les candidats. Alors pourquoi n'avez-vous pas signé cet appel? Après, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez vous expliquer sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas signé cet appel. On peut en discuter, on va dire, j'allais dire entre camarades, même si c'est pas le... Mais oui, mais alors juste parce que, étant donné que ça fait plusieurs semaines que ça tourne, moi, juste pour expliquer que c'est quand même un peu... je vais vous le dire puisque je suis là, mais de dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé l'appel, en gros, c'est l'appel Mediapart, Politis et Regard, quel que soit le respect et que je peux avoir pour le travail que les uns et les autres font, ça devient un peu le barème, et donc on est d'un côté ou de l'autre. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens, je préfère le dire. En interne, mais comme pour toute question, encore une fois, il y a cette focalisation-là. Les uns et les autres ont choisi de se focaliser, mais c'est pas... Pour nous, c'est pas... Oui, il y a un contexte. Il y a un contexte, y compris depuis le mois début septembre, où nous sommes interpellés de manière plus ou moins bienveillante, surtout moins bienveillante sur ce sujet-là. Donc c'est effectivement dans ce contexte-là qui en fait une focalisation du débat pour certains. Et donc sur cette pétition, on a discuté comme on discute sur plein de sujets, de savoir est-ce qu'on signe ou pas. Je rappelle quand même qu'on avait choisi justement à la France Insoumise en tant que mouvement de pas signer en tant que mouvement, oui. ou de vraiment... Parce que justement, on est fait de beaucoup de sensibilité qui n'est pas censé avoir des... Enfin, où on dit on n'est pas obligé d'avoir des avis sur tous les sujets à la virgule près. Mais... Par contre, le groupe, effectivement, s'est retrouvé parce que, voilà, au quotidien, etc., de fait, on tranche des positionnements et on exprime des positionnements. Et moi, du coup, dans la discussion, a priori, au départ, je me disais, pourquoi pas ? En gros, ça ne mange pas de pain. Et dans la discussion avec les camarades, j'ai été convaincue par des arguments sur différents aspects et faiblesses de ce manifeste, voilà, qui m'ont fait m'abstenir de signer en me disant pourquoi il y en a qui, tant mieux qu'il y en ait qui signent, tant mieux, mais voilà, moi je... Mais encore une fois, je vous dis, c'est ce qui se passe sur
sur beaucoup de sujets. Il y a des choses que les uns et les autres signent et d'autres ne signent pas. Et moi, là-dessus, du coup, dans le contexte de ces dernières semaines, je me suis dit, bon, écoutez, on va justement pas en faire un point de clivage etc. Là, on vous pose la question parce que dans les motifs qui ont été avancés par ceux qui n'ont pas signé, qui se sont exprimés là-dessus, c'était, moi je crois quand même que les frontières, elles sont là pour être régulées, etc. Donc c'était ce genre de motivation qui était donnée. Mais moi, en gros, qu'est-ce qui m'a convaincu pour qu'est-ce qui a fait je pense que l'argument sur le fait que, en partie, on ne sait pas de qui on parle, c'est-à-dire les responsables, les responsabilités ne sont pas désignées nommément, notamment celles de Macron et de son gouvernement. Voilà, et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire les choses et clairement, parce que sinon, en fait, tout le monde peut se retrouver. Mais en plus, ça, c'est vraiment les discussions qu'on a sur plein de sujets, sur toutes les pétitions. Est-ce que ça va plus ou moins loin? Et ça n'a jamais fait des clivages au point que signer ou pas devient le déterminant. Est-ce qu'on est pro ou anti quelque chose, quoi. Je crois qu'il y a même des appels qu'on ne peut ne pas signer, pourtant aller à la manif qui appelle. Voilà. Oui, mais bref. Moi, sur ce sujet précis, voilà, sur le fait que c'est, on ne dit pas de qui on parle, les trucs généraux, les gouvernements, de qui on parle. Aujourd'hui, ici en France, c'est la politique de Macron qui crée la vulnérabilité, qui met en danger les migrants, qui crée un désordre pas possible. Faire de lance à l'Assemblée nationale contre la loi mais justement parce que ça fait plus d'un an qu'on bosse sur ces sujets-là, qu'on se prend dans la tête toutes les horreurs, pas juste de l'extrême droite, mais y compris de la République en marche, que pour moi, on est à un niveau d'exigence où il faut dire très clairement les choses, surtout quand c'est les mêmes gens qui se parent des plus grandes vertus et essaient de nous la faire à l'envers en disant en fait c'est nous qui sommes contre les migrants qui n'avions rien compris, etc. Donc le fait que ce soit pas assez clair là-dessus, le fait effectivement qu'il y a des formules vagues dont on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte la fatalité et on se dit bon c'est comme ça, il y a rien à faire. Voilà, c'est une partie du travail. La fatalité qu'il y ait des flux migratoires importants à assumer à l'avenir, c'est ça en gros. Oui, en fait qu'il y ait des flux de migration forcée et qu'en fait c'est comme ça. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait dire finalement je crois pas qu'il soit c'est un texte dangereux ou mauvais, mais pour moi je trouve que c'est pas suffisant. Voilà, peut-être que j'avais un niveau d'exigence particulier qui fait que c'était pas suffisant, donc je me sentais pas de le signer, mais je comprends très bien que plein de gens, plein de monde de la France Insoumise l'ait signé, que je pense que les gens qui l'ont signé l'ont fait pour toutes les bonnes raisons et tous les bons éléments qu'il y a dans cet appel-là. Et puis surtout, après, encore une fois, la question c'est à quoi ça sert. C'est-à-dire, est-ce que ça nous permet, ou ça ne nous empêche pas quand même de se battre ensemble, d'être des milliers et des milliers pour soutenir l'Aquarius, pour être sur le terrain, etc. C'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'une focalisation. Et je n'ai vraiment pas compris la focalisation où la première question, c'est est-ce que tu as signé ou pas signé? Non, mais moi, ça fait plus d'un an qu'en tant que députée, dans le 18e arrondissement, en plus, moi, je suis députée du 18e, et c'est Porte de la Chapelle, Stalingrad, donc c'est l'endroit à Paris où se concentrent toutes les politiques de répression des migrants, etc. Donc, voilà. Il y a eu aussi cette réaction de « Non mais faites chier quoi, tout le boulot que je fais depuis des mois, qu'on fait depuis des mois, ne peut pas être réduit à est-ce qu'on signe ou pas une pétition quoi. Quoi qu'on pense, même si elle est bien. Au bout d'un moment, si c'est ça la conclusion de la discussion, c'est pas satisfaisant et c'est pas correct quoi. Donc voilà pourquoi je me suis dit bon c'est pas grave, on continue et bon c'est revenu à la charge, mais je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup il y a certainement, même dans la France Insoumise, des analyses, des analyses des sensibilités différentes, celle d'un Georges Kuzmanovic ou la mienne ou celle de Sabine Rubin, etc. Non, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou. À partir du moment où on parle entre camarades, encore une fois, pour moi, Georges Kuzmanovic, c'est un camarade, je suis en désaccord avec lui sur plein de choses, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait le boulot, que je respecte, et parce qu'on se respecte, on sait aussi être en accord ou en désaccord, etc. C'est le cas pour d'autres camarades sur d'autres positions, sur d'autres questions. Donc voilà, à partir du moment où on parle, on est d'accord qu'on parle
entre camarades, moi je pense que tout est possible de se dire, de penser, etc. Mais la manière dont le débat a été amené, moi, puisqu'on se dit les choses, j'ai trouvé ça de manière très hostile et très stigmatisant pour la France insoumise, parce qu'on s'est retrouvé, y compris dans les colonnes de Mediapart, à être amalgamé à ce que des journalistes ou des commentateurs a appelé une gauche anti-migrant. Et ça, c'était ultra violent. Ça a été perçu, je vous le dis là, comme voilà, une insulte de tout le travail qu'on a pu faire. Et on a aussi dit dans Mediapart que vous étiez bien battu sur la loi de l'immigration. Voilà. Et quand ça fait... Peut-être que vous auriez signé l'appel, il n'y aurait pas eu tout ce mais ça ne devrait pas être le cas, je suis désolée. Là, ça devient un truc. Donc, si vous signez l'appel, du coup, vous êtes... ça va, quoi. Excusez-moi. Peut-être pour vous permettre de reprendre votre souffle et de boire une gorgée. Non, mais par exemple, typiquement, si vous signez l'appel, ça va. Ben non, on ne peut pas avoir ce genre de truc entre nous. Mais ça a été dit, en fait. Et je comprends qu'on puisse le dire, mais à un moment donné, on peut dire aussi, merde, quoi. Non. Enfin, non. Au bout d'un moment... du coup, signer ou pas, ça devient tellement un enjeu qu'on dit mais merde, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, signer l'appel, ça devient le badge de tous ceux qui signent l'appel. Ils sont y compris exonérés de leurs responsabilités, de ce qu'ils font ou font pas dans la vie. Enfin, non, quoi. Et je pense qu'il faut comprendre, pas que la nôtre, mais ce qu'ont pu ressentir plein de militants. De dire, mais en fait, on a été, pendant plusieurs semaines, là, on a quasiment été taxés d'être des rouges bruns. Je ne dis pas vous, mais voilà, mon grand-père qui sortait... Non, je ne dis pas vous, mais c'est dans ce contexte-là aussi qu'on a eu ces discussions. Mon grand-père qui fuyait les nazis, si c'était votre position, ça fait qu'il n'aurait pas pu être... Ça, c'est Yann Brossal, chef de file du PC. Oui, d'accord, mais quand même, et pour des militants antifascistes, antiracistes, etc., se prendre ça dans la tête... être amalgamé, peut-être pas dans les vôtres, mais la gauche anti-migrant, mais c'est super violent, quoi. Et à un moment donné, là, la discussion, elle est plus possible. Parce qu'en fait, on se respecte plus en tant que militant, en acceptant les désaccords qu'on a, mais un minimum de respect pour ça, quoi. Alors, on va avancer dans notre déroulé qu'on a déjà en partie abandonné parce que la discussion est riche, mais tant mieux, c'est bien. On voulait parler justement, mais là on y vient naturellement presque, du niveau européen. On en parlait sur l'aspect migratoire. Je passe à l'aspect économique, mais qui est lié. Je vais prendre le cas notamment de l'Italie avec Matteo Salvini, donc, qui est un peu le fer de lance de l'extrême droite au pouvoir en Italie, très dur sur la question migratoire pour le coup. Il se trouve que le gouvernement italien a présenté son budget à l'Union européenne, la Commission a déjà annoncé qu'elle le retoquait, que ça ne lui convenait pas. Et ma question était donc la suivante. Est-ce que vous n'avez pas peur là, d'un dilemme qui arrive où ce qui risque de se passer, c'est que du côté de ceux qui refusent l'austérité, on va trouver un gouvernement où il y a de l'extrême droite et que peut-être cette extrême droite va prouver son efficacité là où la gauche radicale a échoué en Grèce. Est-ce que vous ne voyez pas ce spectre arriver qui va vraiment... Mais moi, je pense que l'extrême droite, de toute façon, ne prouvera pas son efficacité. Alors, c'est peut-être que... Voilà, je pense que... Y compris, j'ai vu passer un article qu'il faut que je lise de Mediapart là-dessus, sur le fait qu'en vérité... l'opposition que Macron et Salvini essayent de créer, entre les deux, en fait, ils se rejoignent par beaucoup de bouts. Oui, une partie de leur... en termes de politique économique. En rappelant d'ailleurs que, je crois, encore une fois, je ne suis pas encore à jour là-dessus, je vais m'y mettre, mais le budget qui est présenté reste quand même dans les clous des 3% de la règle des 3%, c'est juste qu'en fait, ils font plus que ce qui avait été négocié par Renzi avant, le précédent gouvernement, qui était encore plus directif. Donc, de fait, moi, je crois que fondamentalement, entre l'extrême centre et l'extrême droite, au final, ils se rejoignent, ils trouvent les moyens de se rejoindre, pris quand on pense à la politique que mène Orban en Hongrie depuis 10 ans qu'il est au pouvoir, qui est totalement compatible. Et voilà, c'est aussi un ultralibéral. Donc après, c'est vrai que la difficulté, c'est ça, et c'est pour ça que sur, par exemple, la question de l'Europe, pour nous, la question de la Grèce a été une telle rupture. Une rupture avec Tsipras, qui vous conduit aujourd'hui à faire votre chemin différemment. Oui, mais parce que ça a été aussi une épreuve des faits. Alors, moi, j'étais
j'étais en Grèce, je me rappelle, j'étais en Grèce quelques jours avant l'annonce du référendum après la décision de l'Union européenne. Et on avait regardé à la télé, justement, quand Tsipras dit bon, on va faire un référendum. Et c'était des moments incroyables parce qu'on était dans une atmosphère où tout le monde regardait ces négociations, etc. Il y a vraiment eu quelque chose dans ce pays pendant des semaines et des mois depuis la victoire, etc. Il y avait et tout ça qui finit par accepter le diktat. Et aujourd'hui, Tsipras, c'est le VRP de la Commission, quoi. Et oui, c'est une grave défaite de notre camp. Et c'est pour ça que c'était tellement important et qu'on le met aujourd'hui. Pour le coup, soutenir ou pas de Tsipras dit quelle stratégie on peut faire. Et nous, il fallait faire une rupture là-dessus très forte. Et qu'on peut pas, on peut pas juste fermer les yeux en disant bon, oui, c'était difficile, ils ne sont pas dans la même position que la France, ils ont pas été aidés, certainement pas par la France pour résister, etc. Mais à un moment donné, le gouvernement de Tsipras, Syriza, a fait ce choix-là, et on peut pas être flou là-dessus, quoi. Donc oui, je pense que c'est terrible que ce soit peut-être pour certains aujourd'hui l'Italie de Salvini qui représente une forme de résistance. Mais je pense que c'est parce que Di Maio là de 5 étoiles qui est en alliance avec Salvini. Voilà, qui est en alliance avec Salvini, il est très très euro-compatible, lui, hein. Franchement, moi je fais partie de la délégation la commission des affaires européennes. Et j'avais été avec cette commission, le bureau, en Italie juste avant les élections. On avait rencontré un des dirigeants italiens, donc c'est gouvernement Renzi, etc., où il disait, en fait, ils n'avaient pas très peur du 5 étoiles et de Di Maio, qui, à la différence de Grillo, était bien plus quelqu'un de raisonnable, etc. Donc, après... Voilà, les choses et la politique et l'histoire montrent que, justement, quand les dirigeants et les classes dirigeantes pensent pouvoir s'appuyer, y compris sur l'extrême droite, parce qu'ils pensent pouvoir les contrôler, on voit ce que ça donne. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point Salvini peut jouer la confrontation, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus crucial qu'on fasse entendre et voir une autre perspective au niveau européen, donc pas simplement en France, mais dans d'autres pays, en Espagne avec Podemos. Donc vous avez une coalition qui s'appelle Maintenant l'Europe. Maintenant le peuple. Maintenant le peuple. Maintenant le peuple, oui. Aussi, pourquoi pas. Exactement la même chose. Vous en êtes toute cette coalition. Donc il y a Podemos, le bloco portugais. Voilà. Il y a des communs. Alors, les partis d'Europe du Nord. On a... je ne sais plus lesquels des Scandinaves. Je suis désolée, je n'ai pas mis à jour. Est-ce que Aufstehen pourrait rejoindre cette coalition avec pour le moment, y compris Aufstehen, c'est un mouvement qui n'est pas structuré en tant que parti. Les députés, y compris avec qui on travaille. Moi, je travaille. Ils ont pris modèle sur la France insoumise pour se constituer. Oui, mais c'est différentes configurations électorales et politiques. Et je pense qu'une des erreurs, c'est aussi d'avoir voulu importer un débat en Allemagne, notamment avec Aufstehen, en France, parce que je pense que les données ne sont pas les mêmes. Donc les députés qui font partie de Aufstehen sont des membres de Die Linke. Donc voilà, c'est en tant que tel. Alors, ils vont peut-être décider... Pour le coup, vous n'êtes pas associé avec Die Linke. Au niveau européen, ils font partie de la GUE, ils sont liés au sein du PGE. Le parti donc voilà. Donc pour le moment, à Aufstehen, la question ne se pose littéralement pas, puisque c'est un mouvement sur une forme de plateforme, etc. Et c'est pas une organisation autonome. Donc on a des rapports avec eux, mais avec d'autres sensibilités dans Die Linke, parce que nous, on connaît juste sur l'Allemagne. Là, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la gauche allemande, tant mieux, hein, mais pour avoir milité et continuer à être militant du mouvement altermondialiste depuis très très longtemps, voilà, les débats avec Die Linke et les camarades allemands, ils ne datent pas d'hier avec Sarah Wagenknecht. Hein. Ouais. C'est aussi des débats sur quelle stratégie, etc. Ce qu'a représenté Die Linke à une époque a été une inspiration. Ouais, donc c'est tout ça. Parce que vouloir réduire ça avec on ne peut pas réduire la discussion avec Die Linke et la gauche allemande à
Est-ce que vous êtes pour ou contre Sarah Wagenknecht? Parce qu'encore une fois, c'est assez caricatural. Je vous demande une réponse courte, s'il vous plaît. Sur pourquoi, non, mais la question est simple, c'est pourquoi justement faire cette coalition Maintenant le peuple avec des partis et ne pas rester dans le cadre du parti de la gauche européenne? Est-ce que c'est à cause de Syriza? Est-ce que c'est juste cette raison ou est-ce que c'est d'autres? Oui, de fait, mais ça, je pense que ça a été posé clairement. Alors après, en sachant que les autres forces du mouvement et Maintenant le peuple, donc dont Podemos, etc., ont des rapports par ailleurs, ils font partie du PGE, etc. Donc c'est pas une question de pour ou contre. Justement, on parle d'un mouvement européen. On va voir sous quelle forme ça se traduit en termes, on va dire, institutionnels au niveau européen. Mais en tant que France insoumise, on peut pas parler pour Podemos et le Bloco. C'est vrai que l'analyse de la crise grecque et de l'échec grec voilà, on peut pas être dans le même parti que Tsipras et qui défend aujourd'hui de faire l'alliance de tout le monde contre l'extrême droite, enfin qui dit c'est super la Commission européenne, tout va bien. Voilà, il y a juste une incompatibilité manifeste. Donc, pour le coup, il faudrait demander aux autres comment est-ce que vous pouvez être encore dans le même parti et du coup soutenir la politique que mène Tsipras en Grèce, quoi. Une dernière question quand même, je reprends une citation que vous aviez donnée dans un entretien à Ballast, où vous reveniez sur votre parcours. Je suis une révolutionnaire qui ne croit plus au noyau révolutionnaire qui va agréger les gens dans la foulée d'une grève générale. Ça ne se fera plus autour du noyau, du grand parti de la classe ouvrière, mais il faut s'organiser. Alors s'organiser, c'est ce qu'a fait en partie la France insoumise, mais précisément la structuration est encore, j'allais dire, non aboutie. Est-ce que ça peut tenir encore longtemps comme ça, avec une structuration qui n'est pas aboutie, et avec des grandes décisions stratégiques qui sont encore centralisées par un groupe de dirigeants qui finalement ne rend pas compte avec des procédures, n'est pas responsable avec des procédures devant les militants. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit exactement à ça que ça... Ça ressemble peut-être à ça, mais c'est certainement pas. C'est pas comme ça, en tout cas, que moi, d'où je suis. Alors c'est vrai que on est maintenant les 17 dans une position un peu particulière, le groupe en lui-même. Et ce qui a changé, et ça c'est quelque chose, je pense pendant la campagne présidentielle législative, tout ce qu'on est aujourd'hui, on n'aurait pas pu le prédire parce que l'existence du groupe, il change la nature de la dynamique du mouvement et la nature du mouvement. Moi j'assume et je l'ai toujours dit et défendu entre guillemets, mais dans les discussions, que je pense que ici et maintenant aujourd'hui, il ne s'agit pas de construire un parti. Donc sur le modèle sur le modèle que vous décriviez là, avec structurer des tendances, etc. Donc voilà, je pense que ça ne correspond pas à l'outil dont on a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser un outil, et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est ça qu'on essaie de faire depuis 2 ans maintenant, depuis la campagne et l'après de la campagne. C'est d'essayer de construire un mouvement avec des espaces. Alors c'est vrai que c'est très théorique, et en fait dans la pratique, ce qui marche le mieux, entre guillemets, on va dire, c'est par exemple l'espace parlementaire, parce qu'il est clairement identifié, parce que voilà, parce qu'on est 17. Bon, c'est plus simple et plus compliqué parce qu'on n'est que 17 quand même. Et que du coup, institutionnellement, on a réussi à structurer les choses et à voir un peu plus clair. Mais il y a la France insoumise, c'est aussi l'espace programmatique et thématique qui implique des dizaines et des dizaines et des dizaines de camarades qui font un travail d'élaboration avec lequel nous, on travaille, l'équipe parlementaire, et sans qui on n'aurait pas fait la moitié des choses qu'on a faites avec nos équipes. Donc c'est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit, l'équipe programmatique. L'équipe nationale qui fait les campagnes, sans parler de la campagne nucléaire qu'on a faite, là en ce moment on fait une campagne pauvreté, ça existe, c'est vrai, c'est réel, et c'est pas juste une vue de l'esprit. Et moi ça me convient, voilà, ce mouvement-là, alors ça, c'est pas parfait, je ne sais pas si on arrivera à maintenir ça, à renforcer ça. Je sais que moi, la chose que
sur laquelle je reviens toujours, c'est que dans la France insoumise, il y a des gens qui se disent insoumis, qui s'identifient comme des insoumis, qui sont des militants depuis plusieurs années, qui ont des réflexes, qui diffent des tracts, etc. Et pour qui militer, c'est ça. C'est differ un tract, être à la sortie du métro, faire ses réunions, etc. Et ce que je suis, en partie, parce que c'est comme ça que j'ai été formée, que je respecte et je trouve très bien. Mais il y a aussi des gens pour qui être insoumis, c'est diffuser les vidéos des parlementaires sur les réseaux sociaux. C'est une fois choper un tract, le faire avec un copain et aller differ, etc. Et c'est ça être insoumis. Et du coup, pour moi, ces deux manières d'être insoumis ont autant de légitimité que d'autres. Et dans le modèle habituel du parti, etc., il faut aller voter, etc., ben ces gens-là, voilà, il y en a qui sont exclus. Et pour moi, ce qu'on a réussi à faire dans la campagne, c'est de donner des outils à tous ces modes de militantisme tournés vers un truc commun. Alors, il y a plein de choses, du coup, que ne fait pas le mouvement et que le mouvement assume de ne pas faire, ce que faisait un parti traditionnel. Donc, mais là, pour finir là-dessus, je pense que, par exemple, ce qu'on a construit, par exemple, en faisant les conventions, parce qu'il y a des moments aussi délibératifs, c'est pas parce qu'on n'est pas un parti avec des règles traditionnelles qu'on ne fait pas voter. Moi, enfin, on est quand même élaborer un programme, etc., des campagnes en faisant voter. Tout le monde a voté. Donc ça, c'est quand même l'acte démocratique suprême, non, de voter. On ne peut pas dire que ce n'est pas démocratique dans ce sens-là. C'est pleinement démocratique et certainement plus, ayant l'habitude j'ai été à la direction de tel truc, etc., voilà, souvent, c'est beaucoup moins démocratique qu'on ne le pense, la manière dont les textes, etc., sont issus de ces gens-là. Donc, c'est pas parfait, voilà. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Par contre, ça veut dire, voilà, on a en partie des problèmes de riches parce qu'on fait un truc un peu inédit, on a un groupe, on a plein de choses que tout le monde a envie de faire. Mais voilà, je pense qu'on essaie vraiment de construire un outil au service d'un objectif, qu'on va faire des bêtises, qu'on n'y arrive pas, que ça crée des frustrations, qu'il y en a qui voudraient que ce soit très centralisé, qu'on leur envoie les tracts, etc. Et puis d'autres pour qui, si vous leur faites des AG, vous leur dites c'est comme ça, les AG, ils viendront jamais, et ils auront raison parce que c'est pas leur culture, et qu'on essaie de construire une nouvelle culture là-dessus. Je vous remercie, Danielle Obremont. Je suis obligée de vous couper, parce que sinon, ça pourrait continuer longtemps. Mais surtout parce que... C'est mon côté discipliné, vous me dites que ça m'arrête, je m'arrête.